Stockage des données et sauvegarde. Le serveur permet aux utilisateurs de mettre des fichiers sur cette machine via FTP, Samba, ou l'interface web ou webmail/groupware. Le serveur de sauvegarde sauvegardera les données à l'heure de sauvegarde prévue chaque heure. La sauvegarde incrémentielle sera effectuée pendant les jours de semaine et la sauvegarde complète sera effectuée pendant les week-ends. Le compte utilisateur Backup 0 peut être utilisé pour récupérer les données de sauvegarde. Pour sauvegarder les données, il peut avoir besoin d'un espace de stockage externe via SCSI, ATA over Ethernet, ou NFS pour monter un système de fichiers distants sur un répertoire local. Nous allons introduire le processus de sauvegarde des données en premier. Heure de la sauvegarde programmée, cette fonction n'existe que dans la version VED. Vous pouvez spécifier l'heure en effectuant une sauvegarde des données à heure donnée chaque jour. Le processus de sauvegarde sera initié chaque jour à heure spécifiée ici. Si la sauvegarde des données doit être effectuée plusieurs fois par jour, vous devez entrer le programme de sauvegarde un par un. Règle d'action de sauvegarde, cette fonction n'existe que dans la version VED. Pendant le processus de sauvegarde, chaque répertoire TMP de chaque utilisateur sous son répertoire personnel dans cette machine de sauvegarde, /home/user-id/TMP, sera supprimé si vous le spécifiez ici. Et sous tous les cas de figure, les données sous ce répertoire TMP de chaque utilisateur de cette machine de sauvegarde ne seront pas sauvegardées par le processus de sauvegarde. Une autre raison de le faire est que le processus d'extraction restaurera les données historiques dans ce répertoire. Il est donc conseillé d'éviter d'utiliser ce répertoire pour autre chose. En général, une sauvegarde incrémentielle sera effectuée chaque jour, ensemble de la sauvegarde sera effectué pendant le week-end. Ainsi, vous pouvez spécifier le nombre de sauvegardes complètes, ainsi que les sauvegardes incrémentales, que vous souhaiteriez conserver, en unités de semaine, sur le serveur de sauvegarde. Veuillez noter, pour les données sous /home, le processus de sauvegarde conservera ses sauvegardes incrémentales quotidiennes et les sauvegardes complètes sous /backup 0, et pour les données automatiquement récupérées d'autres hôtes, /backup sera utilisé pour les stocker. Ainsi, si vous souhaitez utiliser des disques durs plus grands, vous pouvez monter les disques durs plus grands dans les répertoires mentionnés ci-dessus via l'interface en ligne de commande de la console pour ajuster cela. Alerte seuil de disque, cette fonction n'existe que dans la version VED. Si l'utilisation des données de sauvegarde dépasse un pourcentage de la capacité du disque dur, le serveur enverra des alertes. Le pourcentage peut être spécifié dans les règles de sauvegarde et la liste de diffusion peut être spécifiée ici. Le système enverra des courriels à toutes les personnes figurant dans la liste de diffusion lorsque l'utilisation du disque dépasse le pourcentage spécifié ici. Pour envoyer des courriels avec succès, vous devez envisager d'utiliser Mail Relay si ce serveur n'est pas un serveur de messagerie. Si cette machine n'est pas servie en tant que serveur de messagerie, vous devez utiliser la méthode Mail Relay pour envoyer des courriels afin que d'autres serveurs de messagerie n'y rejettent pas l'email. Si c'est un serveur de messagerie légitime par lui-même, vous n'avez pas besoin de configurer un relais de messagerie pour envoyer des courriels d'alerte. Répertoire dans l'hôte de sauvegarde, cette fonction n'existe que dans la version VED. Si la machine est dotée de 2 disques durs, le répertoire /backup 0 sera utilisé pour monter le deuxième disque dur, /dev/sdb1, du système. Toutes les fonctions mentionnées ci-dessus resteront les mêmes. Proxy d'accès aux fichiers, note, cette fonction n'existe que dans la version VED. Le proxy de fichiers est utilisé dans la situation où nous avons des serveurs FTP ou Samba à l'intérieur du pare-feu que nous ne pouvons pas y accéder directement à l'extérieur du pare-feu. Cependant, nous aimerions ouvrir l'accès via le groupe d'applications à ces serveurs. La fonction présentée dans le schéma ci-dessus est destinée à spécifier un serveur Samba ou FTP qui peut être accessible via l'interface web du groupe d'applications. Si le serveur Samba/FTP n'est pas sur la même machine que la machine sur laquelle réside le groupe d'applications, les comptes sur le serveur Samba/FTP distant doivent être synchronisés avec le système local. Nous introduirons l'utilisation du groupe d'applications dans le chapitre suivant. Le groupe d'applications sert d'interface pour accéder aux courriels et aux fichiers, envoyer des messages via XMPP, publier des messages sur des tableaux d'affichage publics ou privés, maintenir des horaires via des calendriers publics ou privés et suivre les annuaires. SSH et RPC. Le serveur SSH est utilisé pour maintenir les fichiers de configuration entre les serveurs et pour déployer d'autres paquets logiciels. L'écran ici est uniquement destiné à lancer le serveur SSH. Pour savoir comment utiliser SSH pour accéder au serveur, vous avez besoin de l'aide de certains programmes clients SSH. Et SSH utilise le port TCP/22. L'accès SSH peut être activé via System Storage SSH et RPC. Nos processus RPC ici sont principalement pour NFS serveur et client. Si vous avez besoin de montrer ou exporter le système de fichiers pour NFS, vous devez activer les processus RPC.
Vous devez vous référer à la documentation d'autres ouvrages pour connaître ce qu'est NFS. Nous n'allons pas entrer dans les détails ici. Note, la fonction serveur NFS est uniquement fournie dans la version VED. Monter d'autres systèmes de fichiers à distance étant donné que ce système peut avoir des besoins de stockage qui dépassent les limites de l'appareil de stockage local, nous faisons appel à l'aide des systèmes de Hitchhiker ou des appareils de stockage sur d'autres hôtes. Les protocoles CSI et AOE sont fournis pour fournir un accès au niveau dispositif brut, que vous pouvez utiliser ces appareils distants comme des disques SCSI ou des disques Durata. Le protocole SCSI est conçu pour transporter le protocole SCSI sur un réseau P, afin que ces commandes SCSI puissent être transmises aux côtés distants de manière transparente. De même, AOE, ATA over Ethernet, est conçu pour fournir émulation des commandes ATA pour contrôler les disques durs sur Ethernet, et elle n'est pas dépendante de l'adresse IP. AOE est rarement rencontré au moment de la rédaction de ce document. En général, lorsque vous essayez d'utiliser un disque de stockage brut, en intégrant dans un système de fichiers, vous devez le diviser en plusieurs partitions de disques, étiqueter le type de système de fichiers pour chaque partition et créer un nouveau système de fichiers sur chaque partition. À moins qu'il n'y ait des applications spécifiques qui avalent directement les appareils bruts, par exemple, Oracle Database, ce qui n'est pas discuté dans ce document, nous utilisons toujours un appareil brut en le divisant, en le formatant et en le montrant dans un répertoire de fichiers existants. Et cela ne s'applique pas aux appareils CSI ou AOE, car ils émulent CSI ou ATA sur le réseau. Pour atteindre le stade d'utilisation comme un appareil de stockage local, nous avons les étapes suivantes pour configurer CSI et AOE. En terminologie de stockage, le processus client est connu sous le nom des initiateurs et le processus serveur est connu sous le nom de cible. Dans nos scénarios, le système agit toujours comme initiateur, qu'il utilise toujours les appareils CSI ou AOE sur les autres hôtes. D'autre part, l'utilisation de NFS depuis un autre hôte n'a pas besoin de passer par les processus de partitionnement et formatage. Cela a déjà fait partie du système de fichiers sur l'autre extrémité. Il n'a besoin que du processus d'exportation pour accorder les autorisations à l'utilisation de l'autre côté et il peut être monté depuis le côté distant. Dans les sections suivantes, nous introduirons comment utiliser les appareils SCSI et AOE. Initiateur SCSI, note, cette fonction n'existe que dans la version VED, nous ignorons comment créer un périphérique SCSI logique sur le serveur distant, car c'est du domaine des autres produits, nous supposons simplement qu'il est présent et que nous y accédons de notre côté. Ce qu'il faut faire est le suivant, démarrer le processus SCSI, découvrir les cibles SCSI sur le côté distant, portail, en spécifiant l'adresse IP et le numéro de port, si cela réussit, les cibles SCSI distantes seront affichées. Sélectionnez la cible CSI distante pour se connecter, si cela réussit, les périphériques CSI disponibles seront listés. Veuillez noter que nous ne prenons pas en charge la méthode SHAP pour se connecter au système distant. Ainsi, vous devez désactiver SHAP sur la cible. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade, vous pouvez partitionner l'appareil SIST et créer un nouveau système de fichiers. Voici un exemple d'image d'écran. Remplir l'adresse IP et le numéro de port pour découvrir les cibles CSI comme suit, adresse IP, 192.168.11.109 port, 3260. La cible CSI découverte est affichée dans la boîte de dialogue, nous cliquons sur la cible sélectionnée pour vous connecter. Initialement, elle affichera l'appareil lui-même pour cette cible sans afficher les partitions, /dev/sdb dans le schéma suivant. Si l'appareil /dev/sdb est partitionné, il sera affiché comme suit en listant ses partitions également, /dev/sdb1 et /dev/sdb2 par exemple. Initiateur ATA over Ethernet, note, cette fonction n'existe que dans la version VED, pour utiliser un périphérique AOE, ATA over Ethernet, il est simple, il ne nécessite pas de remplir l'adresse IP. Cependant, il manque également un mécanisme d'authentification pour protéger. Ainsi, nous suggérons que vous placiez les appareils AOE dans un réseau séparé pour les isoler du trafic réseau d'autres. Et que ce réseau séparé doit être protégé de l'accès direct sauf par le système pour l'utiliser. Utilitaire de disque et montage du système de fichiers distant. Nous commençons par un périphérique CSI en le partitionnant, en créant un nouveau système de fichiers et en le montant dans un répertoire local. Le schéma suivant montre que un CSI est détecté depuis 192.168.11.109 et il est avec un périphérique CSI étiqueté /dev/sdb.
En utilisant l'utilitaire fourni via System Storage Disk Utility, nous commençons à partition /dev/sdb en remplissant comme suit et en appuyant sur Submit, partitionnement du disque, /dev/sdb de la fonction ici, il partitionne seulement /dev/sdb en deux partitions, /dev/sdb1 et /dev/sdb2, la partition /dev/sdb1 est utilisée comme système de fichiers normal et /dev/sdb2 est utilisé comme espace d'échange. Si vous voulez partitionner différemment, vous devez utiliser l'outil console, décrit dans Annexe, via Telnet ou se connecter depuis le port de console pour partitionner un disque dur. Utility affichage des partitions, /dev/sdb. Le schéma ci-dessus montre que /dev/sdb est partitionné en /dev/sdb1 et /dev/sdb2. Le changement est également reflété dans System Storage CS Initiator. Précédemment /dev/sdb n'avait pas de partition et il en a maintenant deux. Afin de monter /dev/sdb1 sur un répertoire local, nous créons un système de Hitchios ext4 sur /dev/sdb1, formatage créer le système de fichiers ext4, /dev/sdb1. Veuillez noter que cette étape détruira toutes les données sur cette partition si elle a déjà des structures de dossiers ou des fichiers dans cette partition, elle crée un nouveau système de fichiers. Une fois la création du nouveau système de fichiers effectuée sur /dev/sdb1, nous souhaitons le monter à un répertoire, par exemple /home/data. Et l'image d'écran suivante révèle que la partition /dev/sdb1 est montée sur le répertoire /home/data en tant que système de fichiers type ext4. De plus, le répertoire /home/data doit exister avant de monter une partition à ce répertoire. Dans notre cas, nous créons un compte utilisateur Dada afin que son répertoire personnel réside dans /home/data. Et cette étape permet de sauvegarder les données écrites dans /home/data sur l'appareil CSI amovible /dev/sdb1. Pour les outils RAID dans System Storage Disk Utility, le moment d'utiliser celui-ci est, si vous avez un appareil défectueux dans une configuration RAID 1. RAID 1 est généralement composé de deux partitions de disque pour effectuer un miroir de disque. Nous supprimons cet appareil défectueux en le remplaçant par un nouveau. Pour ce nouveau, nous suivons le processus de partitionnement et de formatage, et ensuite, nous devons l'ajouter à nouveau à la configuration RAID 1 pour effectuer le miroir de disque. L'appareil RAID 1 sera révélé comme du type /dev/mdn, n est un nombre. Si vous trouvez un appareil MD, monté sur un certain répertoire, vous pouvez utiliser afficher les détails MD, /dev/md0 pour vérifier le statut de l'appareil MD /dev/md0, il pourrait révéler s'il y a un appareil défectueux dans cet appareil MD.